Méphiston Red! Méphiston Red! Wow. Tu vas trop vite. On était Ok, je suis prêt. pas prêts. Non, moi, je suis prêt. Armstrong Claw! Non, j'étais pas prêt. Bienvenue au Balado Soirée Peinture. Bienvenue à cet épisode. David nous éduque, épisode 131. David, premier David nous éduque de 2025. Je veux pas dire qu'il y a des attentes. Oups! Je veux pas dire qu'il y a des attentes. Mais, t'es un peu devenu comme un establishment. Ça fait quelques années que tu fais David nous éduque. Puis là, on commence la nouvelle année. Tu nous parles de quoi cette année? Ben, ça va être en droite ligne avec l'épisode précédent sur les résolutions, puisque j'ai dit à ce moment-là. Ah, bon! J'essaie de pas trop mettre de pression. Ah. Mais j'aime ça quand on commence bien l'année. Ouais. J'étais comme... J'ai hâte de voir David va nous parler de quoi. Ben, on retourne aux racines. Je vous parle d'un article dans une revue. Tabarouette, oui, hein? Hein? Fait qu'on retourne aux racines dans le sens de root beer. On retourne aux racines du monde qui t'ont jamais envoyé une revue ou un PDF gratis, tu vois? Ouais, mais là, c'est pas la même revue. Fait qu'on retourne aux racines, mais d'un autre arbre. Exactement. Celui qu'on n'a jamais été moire encore. OK. Vas-y donc. Fait que pour le magazine... comment il l'appelle? Attends. Le Lard. Une chose qui ne commandite pas. Ouais. Le Lard Magazine. Fait que Too Fat Lardies. J'étais pas là. Comme Too Lardies. Too Fat Lardies. Ils ont un magazine qui c'est le Lard Magazine. Ils ont l'air de sortir une à deux fois par année. J'étais pas prêt. T'es pas prête? Non, Kevin ne va jamais être prêt à ce nom-là. Ça a pas passé. Ils n'ont pas eu Kevin ou un Kevin dans le focus group, c'est clair. On va appeler notre magazine ou notre club Too Fat Lardies. Pourquoi? C'est vrai que ça me ressemble. Mais si c'était un dernier déstabilisation de David pour commencer l'année dans un premier David nous éduque. Mais Kevin, est-ce que Too Fat Lardies pour toi c'est un bon nom de tag team à la lutte? Ah! Oh! Genre Bam Bam Bigolo puis Kevin Owen. Non, pour la raison suivante. Si ça, c'est le nom d'une tag team pour pouvoir faire de la comédie puis être drôle, peut-être. Ouais. Parce que ça sonne burlesque. Mais, si c'est pour faire une team avec des gens sérieux qui veulent gagner des titres, faire de l'argent puis battre du monde, ça marche pas partout. Fait que Kevin Owens, il est trop sérieux. Il est trop bon dans ce qu'il fait. Il mérite pas d'être dans une team de burlesque. Tu vois? C'est... Vas-y, David. T'as eu une réponse beaucoup trop intelligente pour la question que tu posais. Hein? Non, je suis sûr que David est comme, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Too Fat Lardies si c'était rendu du burlesque? Ouais, je suis parti, là. C'est parce que Raw est rendu sur Netflix. Fait que si les gens veulent écouter la lutte, ils peuvent la trouver sur Netflix maintenant. C'est pour ça que t'es allé là, Phil. On retourne dans ça, oui. Donc, dans le Lard Magazine 2024, qui est sorti juste avant Noël en décembre, il y a l'auteur James Morris qui a écrit un article qui c'est en anglais To tourney or not to tourney, that is the question. En prenant un peu le To be or not to be de Hamlet. Puis il a rajouté des tourniquets. Ouais. C'est ça? Exactement. Tournis. C'est le sentiment que t'as quand tu passes dans un tourniquet, c'est d'avoir le tournis, non? Parce qu'il parle plus de tournoi, mais bon! Ah! Belle chance, t'es là, David, parce que moi, j'aurais été perdu. Là, j'aurais cherché les portes coulissantes, puis toutes, là, les portes tournantes. Là, j'aurais cherché. Là. Mais, fait que je veux vous parler de cet article-là, mais juste avant, pour le situer un peu, parce que il y a aussi le titre de son jeu Midgard. Ça y est, je l'ai perdu, ça aussi. Pas bien. Asgard? Midgard. Midgard. Fait que là, t'as Asgard, t'as Midgard, t'as First Guard. T'as le low Asgard. Midgard, non, Heroic Battle. T'as Old Guard avec Charlize Theron. Ah. Midgard, c'est l'auteur de Midgard Heroic Battle qui est sorti en novembre 2024. Donc, c'est un jeu tout nouveau.
qui est sorti chez Rise Vid Press, qui est comme l'éditeur sœur de Too Fat Lardies, dans le fond. Là, c'est leur gamme de jeux qui n'est pas écrite par l'auteur principal, Richard Clark. Okay. Leur mid-gamme. Fait que... ouais. J'essaie d'arrêter. Je vous lis la description, je l'ai traduite en français. Okay. Sur le site, c'est « Le vétéran James Morris propose un nouveau wargame de figurines sur table qui s'inspire de l'héroïsme d'Achille, de Boudica et de Beowulf. Les joueurs prennent le contrôle d'une force de guerriers et de héros qui bâtissent leur réputation et écrasent leurs ennemis en accomplissant de formidables exploits au combat. Midgard Heroic Battles peut être joué dans n'importe quel cadre historique, légendaire ou fantastique, où les guerriers s'affrontent avec des épées, des lances et des boucliers. Très cool. Du siège de Troie à la bataille d'Hastings, des géants de glace du mythe nordique aux nains des montagnes, d'Arthur à Elcid, Midgard vous place sur le champ de bataille. Y a-tu dit de Arthur qui fait de l'acide? Non, d'Arthur à Elcid. Le Cid, ça c'est une figure plus connue, je pense, côté hispanophone. J'étais vraiment pas proche. Non, pas en tout. Le Cid. Corneille a écrit une pièce de théâtre, le Cid, sur lui. Il n'y a pas des vignobles de ça aussi? Corneille, parce qu'il revient de loin, genre. Merci! Wow! Non, mais t'as dit le cidre. Fait que là, moi, j'étais comme... Il parle d'un vignoble, là, l'autre parle d'une corneille. Qu'est-ce qui se passe? On va l'avoir Il manque juste le loup, le renard. Non, il manque Jean, le loup. Le jeu est agnostique. Mon Dieu, il en perd ses écouteurs. Il est rendu à taper sur le chest. J'en perds mon ouïe. Le jeu est agnostique en termes de figurines et d'échelles. Vous pouvez donc jouer avec les figurines de votre choix. Ce livre contient toutes les règles nécessaires pour jouer, y compris des sections sur la sorcellerie et le vol, 5 scénarios, 12 exemples de listes de forces et un appendice pour vous aider à créer vos propres forces et héros. Les bardes chanteront-ils votre réputation ou serez-vous la proie des corbeaux? Corneille. Un corbeau. Kevin, j'ai eu au moins 4 idées de jeux de mots, je les ai pas faites. Calme-toi. Mais c'est vraiment cool comme concept, j'aime ça. Moi, je veux juste dire, je tiens à dire que c'est la faute à Kevin que t'as parti la joke de Midgard dans mon cerveau maintenant quand tu dis le mot échelle, gamme. Oh! C'est fucké pour tout l'épisode. Mais vas-y. Ça a quand même l'air le fun. Ben, le c'est concept... comme pas tout pareil comme les autres Lardies. Non, je pense que c'est leur seul jeu qui a un côté fantastique. Ben oui, ça je m'en allais dire. Je m'en étais demandé si c'était leur seul. Je pense que c'est leur seul. J'en ai pas vu d'autres. Fait que tu peux. Le livre est fait pour que tu fasses à la fois de l'historique ou du fantastique. Puis ça couvre vraiment une longue période, parce qu'on parle de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge à peu près, là. Ouais, puis on parle quand même d'époque magique là-dedans. Fait que, ça couvre pas juste une timeline normale, ça couvre la timeline magique aussi. Ouais, exactement. C'est quand même impressionnant. Mais vu que c'est agnostique au niveau des modèles, ça a quand même du sens. Oui. Oui. Ça peut te permettre de faire ça un petit peu plus. Hein. Fait que je suis curieux. Ben, tu vois, j'aurais pu le mettre dans l'autre épisode, dans mes résolutions. J'aimerais ça essayer ce jeu-là, voir ce que ça donne. Ben, tu me donnes envie de l'essayer. La description m'a donné... Moi, dans ma tête, j'étais comme... Grèce antique, j'avais commencé à faire dans Midnight On, qui était basé sur la Grèce antique. Ben oui. Je pouvais les jouer là-dedans. Mais Luminette, pour moi, j'étais comme ça fit avec telle affaire. On pourrait les jouer là-dedans. Là, je suis en train de faire le tour de tout ce qui s'est passé. Il y avait comme moyen, là. Fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'il a sorti ce jeu-là en novembre 2024. Puis son article parle un peu de ça. Puis ça commence sur l'idée que la question qui se fait le plus poser, c'est vas-tu organiser des tournois de Midgard? Et là, je fais tout de suite un disclaimer. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de narratif et de tournoi, il y a des gens, puis je comprends, là, quand les gens parlent de quelque chose qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas, si toi t'aimes la chose qu'ils n'aiment pas, tu te sens un peu attaqué. C'est pas ça le but. C'est correct qu'il y ait une scène de tournoi, c'est correct que vous ayez du plaisir à faire ça. Ben puis c'est bien desservi. Je pense qu'on n'enlève rien à personne en parlant d'alternatives ou d'autres choses. Je pense pas. Et si on t'a enlevé quelque chose, sache que je te le redonne maintenant. Voilà.
Comme une sucette à un bébé. Là, on va vous parler de ce que Morris pense de tout ça, donc à la question. Puis, il commence par réfléchir un peu dans son article sur le narratif versus le compétitif. Puis lui, il dit qu'avec l'expérience, finalement, ce qu'il aime plus, c'est jouer des parties qui sont ancrées dans le narratif. Il s'est rendu compte souvent que quand il travaillait, mettons, sur une force d'Andalou du 11e siècle, qu'il avait fait ses recherches d'Andalou, des gens qui viennent d'Andalousie. De Cantalou? D'Andalou. Comment ça, dans un loup? Faire de loup. Là, t'es allé là, David. Ah! Là, j'ai ça dans la tête. Bravo. OK, donc, la force de Dan le loup au 11e siècle. Je pense qu'il ne nous sponsorise pas pour vrai. Hein? Non. Ben, peut-être qu'il aimerait ça, tu sais. J'avais jamais pensé au nom de ce héros-là. Moi, Dan le loup, excellent. Fait que d'Andalou. Donc, c'est des gens qui viennent de l'Andalousie, en Espagne, du 11e siècle. Lui, il perdait un peu son immersion puis son plaisir quand il se retrouvait dans des tournois, puis là, il se battait contre les légions de César. Ben oui. Parce que comme j'ai fait mes recherches, j'ai checké, il se battait contre, puis là, je me bats contre une armée qui n'a rien à voir avec ça. Puis je trouve ça intéressant parce que quand j'ai appris qu'il y avait depuis longtemps des tournois en historique, en antiquité, qui mettaient des forces qui étaient pas du même millénaire une contre l'autre, ça m'a surpris parce que je m'attendais pas à ce que le monde fasse ça. C'est que ça rejoint un peu mon principe que Bolt Action, tu peux faire des tournois de Bolt Action où est-ce que les gens s'affrontent alors que ces armées-là se sont jamais rencontrées puis ils n'ont jamais été ensemble, puis ça n'a pas rapport. C'est sûrement. Moi, j'ai de la misère à l'envisager, mais sûrement que tu peux le faire. Parce que, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux. Oui, tu peux. Les règles sont là, c'est possible. Après ça, c'est toi, dans ton imaginaire, tu pars de « mais pourquoi je ferais ça? » Exactement, oui. Puis tu vois... Là, je m'excuse, regardez pas ce qu'il y a ici. Là. C'est comme des affaires de baby shower qui sont là-dedans. Au cas, il y a quelqu'un qui ne voudrait pas voir les surprises. Je suis désolé. Bon. Mais... On a tout fait un épisode au complet là-dessus. Sur le... C'est pas une surprise. Mais ça m'est déjà arrivé, tu sais, mettons, de faire allemand contre allemand, parce que là, c'est un rassemblement de joueurs de Bolt Action. Ah ouais. Là, c'était ça le match-up que j'avais, où j'ai fait allemand-japonais. Bon, est-ce que c'est ça? Si tu m'appelles, on joue ça ensemble, c'est pas vers là que je vais aller, mais c'est vrai que des fois, ça arrive. Ouais. C'est la vie. Parce que c'est un match-up qui existe. Comme tu peux le faire, c'est juste pas ce que toi tu viserais. C'est ça. Fait que ça. Il parle, les cas de joueurs désagréables, c'est plus l'exception que la règle. Il y en a de temps en temps, il n'y en a pas beaucoup. Mais il trouve que quand les événements se résument à gagne ou perd, malheureusement, ça peut changer la nature du jeu. Ça va influencer sur le plaisir que tu vas avoir et quel genre d'échange que tu vas avoir avec les autres. C'est logique. Par contre, ce qu'il trouve de tout ce qui est positif dans les tournois pour lui, c'est les tournois, c'est une belle opportunité de rencontrer d'autres joueurs, puis même de rencontrer des joueurs qui jouent au même jeu. Là, c'est pas nécessairement un problème pour si tu joues à du Game Workshop, parce que tu vas dans un tournoi de 40K, tu vas rencontrer des gars de 40K. Mais dans les jeux moins mainstream, si tu vas dans un tournoi, ça se peut que ton jeu qui dans ta région se joue moins. Mais là, dans le tournoi, tu rencontres d'autres gens qui jouent à ce jeu-là. Il y a un côté social, tu développes une communauté à aller dans ces tournois-là, tu leur parles pendant les games, entre les pauses, puis au bar après, qui dit. Fait que ça, c'est le fun. Puis, le fait d'avoir un objectif en termes de date pour terminer ton armée, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'encouragent. Les deadlines, c'est ce qu'il y a de mieux pour la motivation. Et finalement, la satisfaction de voir ton armée toute peinte, toute finie sur la table, puis d'être inspiré par les armées des autres que tu vas voir pendant l'événement. Fait que ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre ces aspects positifs-là des tournois, mais faire un autre genre d'événement. Fait que l'an prochain, il va organiser son premier événement de Midgard. Puis il a décidé d'y aller avec un format où il va y avoir deux types de parties. Il va y avoir lui, il appelle ça des hosted games. Mais dans le fond, c'est ce qu'on parle depuis un bout de temps comme les participation games ou notre tentative de traduction, les parties participatives. C'est en partie ça. C'est en partie ça. Fait que là, hosted game, t'as une personne ou deux personnes, en tout cas, t'as une personne ou un groupe de personnes chargées d'organiser une table, une partie avec un scénario.
Fait que c'est le fun parce que ça perd. Tu vas là, tout est fourni, tu peux essayer le jeu. Fait que si tu es un nouveau joueur, ça te permet d'apprendre le jeu avec des gens qui le connaissent. Tu as des scénarios préparés d'avance qui sont hautement immersifs. Normalement, puis en plus, les gens mettent des efforts dans leur table d'habitude puis dans leur force. Fait que là, tu peux vraiment goûter au jeu et être dedans, dans l'esprit du jeu. L'autre chose qui a particulièrement attiré mon attention, c'est les campagnes thématiques. Fait qu'il y aurait les hosted games puis les campagnes thématiques. Pour moi, le défi là-dedans, souvent quand on parle de narratif, on parle de campagne, ça fit ensemble. Puis campagne, c'est rare qu'on se dit on fait une campagne en une journée. Là. Généralement, c'est plusieurs parties en plusieurs mois, mais une campagne en une journée. Ben, si tu fais une courte campagne, ça aurait du sens, parce que quelque part, tu pourrais jouer phase 1 de Vigilus pour les Genestealers, les Orcs et le Adeptus Mechanicus. Ils ont genre 3 scénarios ensemble. Fait que c'est pas pire qu'un tournoi si tu joues 3 scénarios. Oui, exactement. Tu fais 3 scénarios de campagne. Tu as raconté l'histoire de cette partie-là, de ces 3 factions-là à ce moment-là. En une journée. En une journée. En une journée. Oui. C'est-tu ça qu'il fait? Ben, je pense que ça ressemble à ça. Ce qu'il nous dit... OK, on n'a pas tous les détails encore. Je pense. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas un concept nouveau, qu'il l'a déjà fait au Newark Irregular, qui se jouait à Warhammer World. À l'époque, il parle de l'époque où il y avait encore Warhammer Historical. Ouais, c'était avant ou après? Je pense que c'est fin 99, début 2000, je pense. Une époque sombre du hobby. Ouais. On était avant le bug de l'an 2000. Le bug de l'an 2000 est arrivé, Warhammer Historical n'était plus là. Je sais pas ce qui est arrivé. Fait qu'il nous donne des exemples de ce qu'il a déjà fait à Warhammer World. Fait que dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il créait des listes d'armées qui se jouent bien entre elles, puis pour une campagne précise. Fait que, mettons que le concept, c'était César contre Pompée. Le Cid, la conquête d'Angleterre par Guillaume le Conquérant, l'âge d'Arthur. Là, il prenait ce que le jeu permettait, il raccourcissait ça pour que les choix soient dans la période. Puis il envoyait ça aux joueurs. Fait qu'il restrictait les listes pour pouvoir fitter dans le thème. C'est ça. Puis là, j'ai trouvé la citation très drôle. Là. C'est « So we knew that we wouldn't encounter multiple interpretation of a Norman knight or an implausible min-maxed list using the obscure troop types that were only allowed from August to October 473 AD in the Southwest Gaul. » OK. Spécifique quand même. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, tu sais, parce que souvent dans les jeux historiques, ils vont essayer de il y avait cette unité-là qui était vraiment cool à cette époque-là, à ce moment-là. Puis là, ils vont te la décrire puis ils vont te donner les stats. Mais si tu joues comme 10 ans plus tard ou un siècle après, ben, c'est sûr que tu essaies de ne pas la mettre dans la liste parce que ça se peut que ça soit pas représentatif puis ça joue dans l'immersion. Ou le principe que si tu jouerais la bataille de... c'est quoi déjà la bataille avec Huron Blackheart avant qu'il devienne... Balaboire. Ouais. Balaboire. Jouer la Balaboire avec des Primaris. Ouais. Ouais. Tu n'aurais pas de Hellblaster. Tu pourrais avoir une Devastator Squad avec des Plasma Cannon et des Plasma Guns, si tu veux. Là. C'est chill. Mais les Hellblaster, non. C'est pas la même affaire. Des Gravis Armor, il n'y en aurait pas non plus. Je comprends. Ben ouais. Puis je trouve ça intéressant. C'est ça. Un, c'est pas dans l'esprit de l'époque. Fait que tu essaies de jouer un truc narratif particulier. Puis deux, ben je veux pas, je pense qu'ils le nomment parce qu'on l'a tous vécu, là, mais c'est que souvent ces unités-là vont aussi peuvent être prises dans un esprit de min-max. Alors c'est ça qui est le meilleur en ce moment dans la méta de Warhammer 40 000. Je vais l'amener à la Balaboire, même si c'est pas là. Oui. Puis c'est là que ça prend quelqu'un qui lead l'événement pour pouvoir dire non. C'est ça. C'est pas ça le fil de l'événement. Ils les envoient, c'est intéressant, ils disent la liste pour l'événement, ça va être ça, fait que là tu peux préparer ton armée, peinturer ton armée. Fait que c'est pas là où la participation game, tout est fourni. Là, ce que tu veux, c'est comme un tournoi, le monde amène leur propre collection. Mais tu sais d'avance qu'est-ce que tu as le droit d'amener ou pas. Fait qu'eux, ils vont préparer les tables, encore une fois. Un tournoi aussi, tu prépares les tables. Ben là, tu vas préparer des tables de décor en fonction de la campagne pour que tu aies une immersion dans ce moment-là. Fait que si c'est la conquête de l'Angleterre, tu as des tables qui ressemblent à l'Angleterre de cette époque-là.
Ils vont regrouper, ça je trouvais ça intéressant, mais malheureusement on n'a pas de détails, regrouper les joueurs en royaumes thématiques pour donner un fil conducteur narratif à l'événement. Fait que je voyais... proche de genre chaos, order, destruction. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que tous les joueurs Horde vont jouer du même bord versus tous les joueurs KO versus les autres factions. Pas sur les mêmes tables, là, mais je pense qu'ils vont organiser narrativement l'événement par rapport à ça. Puis le résultat de l'événement, ça va être est-ce que l'ordre a gagné ou est-ce que... Oui, c'est ça. C'est qu'il y a des camps. Fait que tu joues dans des grandes factions générales pour représenter ton camp pour ramasser des points. Ah oui, c'est logique. Et il insiste que... Cool. Ben oui, vraiment. Et il insiste qu'ils vont créer un scénario avec une table qui fit avec le scénario. Genre, tu vas te battre dans une fonderie sur une table de fonderie. C'est ça. Ouais. Puis que le scénario, s'il faut que tu accomplisses quelque chose en particulier, ben les décors vont être là pour soutenir ce que tu as à accomplir. Et si c'est la prise du bunker, ben il y a un bunker sur la table. Non! C'est pas juste un cercle qui délimite l'objectif qui représente que 3 pouces à l'intérieur de ton cercle transparent, c'est ça que tu contrôles? Ça c'est sûr que c'est tellement New Age, Kevin. Là. T'étais pas prêt à ça. Hein? T'as-tu vu, j'avais un crayon ici? Crayon. Je capote. Je m'excuse. T'as reçu un crayon de ton shower de bébé? Ouais, c'est ça. Je suis fort sur le sarcasme. Mais, ouais. C'est hallucinant comment est-ce que c'est le fun quand tu peux représenter exactement ce que tu es censé faire sur la table avec exactement ce que c'est censé être. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça demande des efforts, ça demande du travail, mais si tu as envie de le faire, ça peut être un trip, ça peut être ton trip de hobby aussi. Ouais. Je vois pas l'effet négatif. Et pour un tournoi... Mais à part de si t'as pas envie, c'est ça, t'haïs ça. Okay. Puis un tournoi, il va falloir que tu meubles tes tables de toute façon. Oui, puis si j'ai le choix de me battre pour un bunker puis que le bunker c'est un bunker, ou j'ai le choix de me battre pour un bunker puis le bunker c'est un cercle en plein milieu de la table, je peux te jurer que le niveau de plaisir, il devrait au minimum gagner 0,5% de plus juste avoir un bunker à la place d'un cercle sur la table. Si on est honnête avec nous-mêmes. Mais bon, il y a peut-être des gens qui s'en foutent. C'est bien correct. Mais je comprends pas comment tu peux pas avoir un petit peu plus d'excitation à regarder tes beaux modèles sur une table avec un vrai bunker au lieu d'un cercle. C'est que l'avantage du cercle, il n'y aura pas de débat sur qui contrôle l'objectif parce que t'es dedans ou t'es pas dedans. C'est la meilleure affaire le bunker. T'es dedans ou t'es pas dedans. Oui. Après ça, tu peux gosser, mais en tout cas. Mais je pense que si tu vas dans un événement narratif, là, ce qu'on appelle une campagne thématique, puis que tu es en train de t'ostiner sur qui contrôle le bunker parce que la figurine, elle rentre. Je pense qu'il faut que tu prennes un pas de recul. T'es peut-être pas à la bonne place. T'es peut-être pas dans l'esprit du jeu que tu vas faire. Là. T'as vu ce que je t'ai enlevé tantôt? Que je t'avais redonné? C'est ça. Je te l'enlève. Je te l'enlève. C'est pour t'ostiner là-dessus à la place de triper avec ton adversaire dans un beau moment comme ça sur une belle table pour jouer une belle game. Là. C'est ça. Je rembourse ton événement. Merci. Fait que l'exemple qu'il a donné, c'est comment ils ont organisé les 12 batailles d'Arthur. Encore une fois, il ne donne pas de détails. Je serais curieux de voir comment ils ont fait ça. Ouais! Ils ont pris le mythe arthurien, puis je pense que à Warhammer World, tu avais 12 tables, puis c'était les 12 batailles d'Arthur. C'était fait avec des Lemon Ross? Non, mais j'essaye de penser à quelle figurine tu as utilisé. Les Bretonniers? Ouais. Mais je sais pas. En fait, c'est une bonne question. À l'époque où Game Workshop faisait Warhammer Historical, ils devaient permettre des figurines de d'autres compagnies. Ben voilà! C'est ça que je me dis. Je suis comme, mais il n'y avait pas de 3D printing. Non. Fait que tu peux peut-être sculpter tes modèles si tu voulais, mais il devait avoir un élément de tu peux utiliser des figurines de d'autres compagnies, j'imagine, parce que tu me dis les Bretonniers, OK, ça veut dire que tout le monde autour de la table joue des Bretonniers? Il y a juste des Bretonniers? La bataille d'Arthur. Pas le temps de breton. C'était contre... Bravo. C'était contre qui se battait? La légende d'Arthur, il se battait contre quoi? Déjà, les armures des chevaliers bretonniens sont trop récentes pour Arthur. Ouais. Contre qui il se bat? C'est une bonne question. Les vraies légendes, sûrement les Pictes, les Saxons.
Fait que tu utilisais quoi pour représenter ça aussi? L'Empire? Tu comprends? Je suis comme, je sais pas. Parce que mis à part d'utiliser d'autres bretons puis de faire d'autres sortes de drapeaux, puis encore là, ça ne représenterait pas pantoute vraiment ce que tu essaies de faire. Fait que là, ça va à l'encontre de l'idée de faire un bunker pour représenter le bunker. Là, tu serais en train de faire des modèles pour représenter quelque chose qui ne représente pas vraiment. Je suis comme, si tu mets autant d'efforts pour faire des décors, pour faire des belles tables, ça devrait être la même chose sur les modèles qui sont sur la table. Fait que je vois juste d'autres compagnies. Parce que Gears of War ne faisait pas de modèle pour ça, je pense. Peut-être qu'on a la clé d'une partie de la compréhension de pourquoi il n'y a plus de Warhammer Historical. Parce qu'ils sont arrivés à un moment et ont fait comme, il faut qu'on contrôle nos règles et nos figurines. On a une partie de nos règles qui n'ont pas de figurines. Fait que soit on se met à produire l'historique pour tout contrôler. Mais là, c'est des coûts, c'est quelque chose qu'on n'a pas de contrôle sur l'IP. Ou soit on arrête ça, puis c'est peut-être ça la réponse. Est-ce que... C'est un peu la même affaire. Hein. C'est la protection de leur matériel. Je veux pas. Ouais, puis tu sais, j'ai vu une entrevue dernièrement avec Jervis Johnson qui expliquait tout ce qu'était la philosophie du Specialist Game. Puis que c'est assez récent qu'on appelle ça des Specialist Games, mais que eux, dans le studio, c'est pas comme ça qu'ils appelaient ça comme ça. C'était plus comme... C'est notre librairie de jeux dans lequel est-ce qu'on a le plus de liberté. Blood Bowl, Necromunda, Mordheim, Battlefleet Gothic. Ouais. Ça, c'est les jeux où on peut se laisser aller. On a-tu le goût de faire quelque chose de funky? On peut faire quelque chose de funky. On se lance là-dedans. On a juste tant de nombre d'employés qui peuvent travailler là-dessus. On a tant de nombre d'heures qu'on peut mettre dessus. C'est régimenté pour 40K puis Age of Sigmar ou Fantasy. Ça prend l'approbation de tout le monde. Puis il faut que tout le monde s'arrime ensemble. Puis... Mais là, on peut être une équipe de 3 personnes qui trippent sur une campagne en particulier. On se bâtit notre campagne de, mettons, historical. C'est ça qu'on fait. On le lance. Merci, bonsoir. Tu sais. Comme il y avait cet aspect-là de liberté, je me demande aussi s'il n'y a pas eu un choix à un moment donné de dire comme on remanie les finances, on fait des choix. Puis ça, c'est ce qui nous rapporte pas tant que ça. Fait qu'on va prendre notre monde qui travaille là-dessus. On va prendre l'argent qu'on dépense. On va remettre ça dans le sac, puis on va les redistribuer ailleurs. Tout simplement. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est nécessairement comme le complot de la mort. Des fois, tu sais, je me dis, t'es peut-être arrivé au bout de la vie de ce projet-là parce que justement, tu te dis, on a besoin de réaffecter cet argent-là et ce monde-là sur autre chose. Mais, ouais. Mais je serais curieux de pouvoir parler avec quelqu'un qui était là à l'époque. Ou peut-être que je pourrais écrire à Peachy et à Duncan pour savoir si l'autre ils le savent. Ah, peut-être. Je pourrais peut-être les questionner. Mais sinon, dans le fond, en conclusion, son but, c'est de donner une expérience la plus immersive possible. Puis des trucs qu'il va faire pour aider ça pendant l'événement, il va avoir une carte pour représenter la progression de l'invasion, mettons. Des liens entre les batailles, des cartes bonus avec selon les événements historiques ou ce que les gens ont réussi à accomplir. Ce qu'il va vouloir éviter, c'est un événement où le but, c'est juste de battre l'autre armée puis de faire le plus de points de victoire. Puis, il va même rendre des unités mercenaires disponibles aux joueurs pour la prochaine bataille. Comme, il y a cette unité mercenaire-là si tu veux la prendre pour la prochaine bataille. Des trucs comme ça. OK, c'est cool. Puis selon lui, son expérience, c'est qu'avec ça, il a tiré une plus grande variété de joueurs. Il touchait à plus large. Qu'un tournoi. J'aime ça. C'est basé sur son expérience. Oui. Sa perception aussi. Fait que c'est quand même différent d'habitude. Oui. Ben, je trouve ça cool, le principe de tout mettre dans une journée. Ça, c'est des affaires qu'on a déjà un petit peu faites de notre côté. Là. Je veux dire, le Warcry d'Halloween, c'était 2 scénarios qui suivaient un après l'autre. On a joué toute la journée au complet. Au Games of Show, j'en ai fait quelques-unes aussi. Tu sais, des campagnes on fait 2 scénarios qui sont dans le livre de campagne de, mettons, Orc contre Space Wolf. C'est ces deux scénarios-là, c'est ceux-là qu'on joue. C'est des belles journées de hobby. Mais effectivement, je pense que encore plus contrôler les listes, encore plus vouloir contrôler les histoires, permet de donner une immersion supplémentaire. T'sais, si tu le faisais, là, ton scénario là, de Arcane Journal bretonnier contre Orc. Voyons, Khemri. Khemri? OK, ouais. Fait que c'est breton contre Tomb King. C'est ça. Ben, tu sais, mettons
qu'il y aurait une campagne Breton Toon King, un livre, là. C'est un vrai, là, pas juste comme un scénario, là, un vrai livre. Y en a-tu un qui a été annoncé? Pas à ma connaissance. J'ai pensé à ça. Dans l'épisode d'avant, là, on parlait que 2025, ça allait être peut-être un peu pauvre en Old World, qu'il y avait juste 2 armées. En fait, tu as dit que Warcry allait mourir. Pas ça! On m'a mal cité! Un livre de campagne, ça permettrait de pouvoir faire comme qu'ils font dans leur hérésie. Oui. Donc, un produit supplémentaire qui permet de redonner de la vie à des produits qui sont déjà sur les vitrines, qui sont déjà sur les étagères. Tu vends plus de ça, tu as ton livre de campagne, et voilà. Ben là, tu pourrais faire un événement en prenant ton livre, en jouant 2, 3, 4 scénarios qui sont dedans. Tu peux même faire une fin de semaine. Il y a des tournois qui sont sur une fin de semaine. Tu pourrais faire ta campagne sur une fin de semaine. Ben oui, tout à fait. Tout ça est possible. Je pense qu'il est là le problème, c'est que les gens ont tendance à se limiter quand ils pensent à campagne. Ils pensent automatiquement à quelque chose qui doit durer sur 6 mois. Oui. C'est ce qui fait en sorte que les gens ont tendance à pas trop embarquer des fois dans les campagnes. C'est parce qu'on est rendu à un certain âge, peut-être, où l'investissement de temps devient difficile, puis tout devient alléchant et plus rapide et plus facile et plus whatever. Mais tu le concentres sur 2 jours. Jouer une méga game sur 2 jours ou jouer 4 games sur 2 jours, pas pire, c'est pas mieux. Là. Ben, oui. Je trouve ça beau. Puis un autre... pas obstacle, là. Ça y est, je perds mes mots. En vente, quelque chose que quelqu'un va te dire pour pas acheter le produit, on appelle ça Une objection? Une autre objection qui ressort souvent. Je m'allais dire friction, irritant, objection. Ouais, mais c'est que souvent, on est beaucoup entraîné, surtout quand on vient de Game Workshop, à collectionner une armée. Ouais. Puis l'objection qu'on va entendre, c'est ouais, mais c'est pas pour mon armée ta campagne. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, je pense que la réponse est soit, ben ça se peut, puis c'est correct, je fais pas ça pour t'exclure, mais c'est pas un événement pour toi. Ou, peut-être ça te prend un moment pour faire comme, mais ça t'intéresse-tu? Oui? T'as envie de faire une campagne narrative, mais c'est pas ton armée, mais peut-être que c'est l'occasion de te lancer dans un projet de hobby. Pour essayer quelque chose que tu as envie. Tu sens qu'il peut te faire triper. Le nombre d'armées que j'ai faites juste pour jouer 3 games avec Seb parce qu'on avait une bonne idée d'histoire. Je veux dire, c'est bien que tu essaies de blâmer Seb, Kevin, mais c'est comme pas mal d'histoires de ta vie. Mais, OK. J'ai acheté des Eldar parce qu'on voulait faire Chaos contre Eldar. Sébastien n'a pas fait de Chaos. J'ai fait des Eldar. J'ai des Eldar! J'ai plein d'Eldar! Puis, il s'est acheté une armée de World Eater pendant notre road trip. Puis, il m'a dit, hey, on pourrait peut-être reprendre notre idée de Eldar contre Chaos. Mais tant que j'ai des World Eaters, j'étais comme 3 ans plus tard, man! 3 ans plus tard! C'est moi. Mais oui, mais je pense que ça prend, ça va être juste moi, là, mais je pense que ça prend un certain type de personnes. Ça se peut. Qui trippent sur le hobby d'une façon différente. Je ne vais pas dire à un niveau supérieur, c'est pas une question de supériorité, c'est pas ça. Il faut aimer collectionner pour pouvoir aimer te lancer dans plein de projets, collectionner ces projets-là, parce que ça devient une collection de projets. Ouais. C'est pas une armée, c'est un projet. Fait que le projet, il est seulement terminé quand que le projet est terminé. Si le projet, c'est la première compagnie des Ultramarines, ton projet, c'est pas l'armée des Ultramarines. Ton projet, c'est la première compagnie des Ultramarines. Puis, c'est pas fini tant que t'as pas fini la première compagnie. Puis, si c'est dans le but de jouer telle bataille de telle affaire, ben, le projet, il est pas fini tant que t'auras pas tous les personnages importants puis les affaires importantes de la première compagnie qui ont rapport dans cette bataille-là pour pouvoir faire ce projet-là jusqu'à la fin contre la personne ou contre l'armée que tu étais censé faire. Fait que je pense qu'il faut aimer collectionner les différents projets puis vouloir les amener à bout pour pouvoir apprécier ce genre d'affaires-là. Puis il y a un certain type de personnalité puis de hobbyiste, je pense qu'ils entendent ce que tu proposes puis qu'ils font « Ouais! Sais-tu quoi? Je vais me lancer dans une nouvelle armée. Merci. » Parce que j'aime collectionner des projets. Puis il y a d'autres personnes pour qui ça devient un obstacle parce qu'ils sont comme non. Soit tu fais quelque chose qui fait pour moi, soit j'en marque pas.
Ouais. Mais ouais. À suivre pour Midgard. Ben ouais, tu me tiendras au courant. Certainement regarder de quoi ça a l'air, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils font avec ça. Puis tu vois, Too Fat Lardies est reconnu, entre autres, avec Chain of Command pour faire ce qu'ils appellent des pint-sized campaigns. Fait que... apparemment, selon Goodhammer, il appelle ça pint-sized campaign parce que c'est le prix d'une pinte au bar. T'achètes le PDF. Je pense que c'est des petites campagnes, mais qui se jouent bien avec séparé. Un suivi entre les scénarios. Ouais. Fait que tu sais, Midgard est chez Too Fat Lardies / Rice Fit Press. Est-ce qu'il va faire des pin size campaigns? Ouais. Arthur, le Cid, Hastings, etc. Ça pourrait être cool s'il fait ça. Ben oui. Fait que, à suivre qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Mais je trouve ça intéressant. Si vous êtes curieux, Lard Magazine 2024 est en vente en PDF sur le site de Too Fat Lardies. Plein d'articles intéressants pour voir qu'est-ce qu'ils font avec leur jeu. Des suggestions de scénarios aussi. Puis, comme on l'a vu dans plusieurs de nos anciens épisodes, c'est pas compliqué souvent de prendre un scénario qui est fait pour un autre jeu, mais peut-être pour la Deuxième Guerre mondiale, ramener ça dans Warhammer 40 000 ou dans l'Hérésie d'Horus. Il y a toujours des super bonnes inspirations de scénarios plus narratifs où le but, c'est d'accomplir quelque chose sur la table. Hein. C'est intéressant. Ben, merci, David. Merci. Ben, tu me tiendras au courant parce que je suis vraiment intéressé. Je me verrais jouer ça. J'aurais le goût. Je prendrais mes modèles d'Age of Sigmar, mais... ben oui. Mais j'aurais le goût. Ça pourrait être cool. T'essayerais ça quoi, mid-year? Bravo. Mais ouais, fait qu'on se tiendra au courant. Fait que c'est tout pour nous. On est rendu là. Ouais. Merci tout le monde. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez aimé l'épisode autant que nous, on a eu le plaisir à faire des jeux de mots pour interrompre David. Mais on l'aurait jamais coupé mid-sentence. On n'aurait jamais fait ça. Mid-sentence. Donc, les épisodes sortent régulièrement sur Spotify, Balado Québec. On a aussi sur YouTube, peut-être que vous nous regardez en ce moment. On se rappelle le concours habituel. Vous devez deviner quelle couleur de chandail je porte. Vous pouvez faire comme Dan et essayer de deviner sur 2 compagnies différentes pour vous donner une chance supplémentaire. Gang de tricheur. Et vous pouvez aller sur YouTube, donc c'est Soirée Peinture sur YouTube. On a aussi Soirée.peinture, qui est notre Instagram. On a Soirée Peinture Le Balado, qui est le Facebook, la page officielle, où on a les épisodes qui sortent, les événements, et ainsi de suite. On a Soirée Peinture La Communauté, qui est le groupe où est-ce que les gens participent, partagent leurs projets avec le mardi PEC, par exemple. PEC pour projet en cours, évidemment. Et nouvellement, en 2025, on a fait un Discord. Wouhou! Donc, on a Soirée Peinture. Le Discord! Yes! Soirée Peinture, le Discord. Et peut-être au moment où l'épisode va sortir, je pense, l'épisode va sortir une semaine avant Figurines et légendes, je pense? Oui. Donc, 2 semaines avant. 2 semaines avant? Oui. Alors, celui-là, bon. Oui, une semaine, t'as raison. Exact. Donc, gênez-vous pas, allez essayer des nouveaux jeux, allez tenter des nouveaux trucs. Phil va être là, David va être là, vous allez pouvoir jaser peinture, il va y avoir du hobby hangout, il va y avoir des participation games, il va y avoir de l'engouement, de l'énergie, il va y avoir plein de belles affaires là-bas, le beau sous-sol avec plein de belles tables, du beau monde, du monde de fun. Donc, allez-y, même si vous avez juste 1 heure dans votre journée, là, ça vaut la peine, allez-y. Pour plus de détails, regardez sur la page Facebook de Soirée Peinture. Donc, Soirée Peinture, le balado. Vous allez pouvoir trouver toutes les informations là-dessus pour pouvoir vous inscrire et voir qu'est-ce qu'il y a besoin d'être inscrit, qu'est-ce qu'il n'y a pas besoin d'être inscrit, puis à quelle heure ça se passe. Donc, sur ce, David? Le Cid? Phil? Douche de bébé. Bonne soirée peinture!